L'hypersensibilité émotionnelle est un trait de personnalité, voire un symptôme qui n'est à ma connaissance pas encore à l'heure actuelle bien défini ni conceptualisé. D'où les difficultés d'aborder cette question. Hélène Aharon, dans son livre Ces gens qui ont peur d'avoir peur, la quantifie à environ 15 à 20% de la population générale. En ce qui concerne la population de sujets à haut potentiel intellectuel, de manière empirique en l'absence de données statistiques, elles sont beaucoup plus élevées. Alors la première chose est de savoir qu'est-ce que l'hypersensibilité émotionnelle. On pourrait la décrire comme une caractéristique de certaines personnes à être plus réceptives que la moyenne aux stimuli provenant de l'environnement, dans la relation aux autres à être surréceptif à des ambiances, à ce qui est de l'ordre de la communication non verbale, les attitudes, les non-dits, les implicites, et aussi à présenter une forte ingérence des informations d'ordre émotionnel dans la pensée analytique, donc l'ingérence qui vient perturber l'analyse rationnelle des situations. Alors, le sujet au potentiel intellectuel peut être un bon candidat à l'hypersensibilité émotionnelle de par une caractéristique d'hyperesthésie émotionnelle et sensorielle associée à une capacité plus importante que la normale à enregistrer des informations provenant de l'environnement de manière simultanée et très rapide, ainsi qu'à un niveau de coopération des deux hémisphères cérébraux plus performant que la moyenne dans l'intégration des messages émotionnels au sein de l'activité de pensée. Mais il faut faire la distinction, à mon avis, entre cette hyperesthésie sensorielle présente dès les premiers stades du développement psychomoteur et qui pourra permettre le développement d'une capacité intuitive d'évaluation globale des situations très performante, et l'hypersensibilité émotionnelle, qui, à mon avis, est un facteur acquis qu'on doit relier à des traits de personnalité ainsi qu'au parcours de vie du sujet, qui pourra être source d'une souffrance, voire même devenir un symptôme. Alors, pour aider à la distinction, le concept d'intelligence émotionnelle est intéressant. L'intelligence émotionnelle, il est prouvé qu'elle n'est pas liée au quotient intellectuel. On ne sait pas encore si le degré d'intelligence émotionnelle est inné ou acquis. Par contre, on a montré qu'il conditionnera la réussite du sujet et son épanouissement, a fortiori s'il est à haut potentiel intellectuel. Alors, la modélisation de l'intelligence émotionnelle développée par Meyer et ses collaborateurs comporte quatre aptitudes. Avoir un bon niveau d'intelligence émotionnelle, c'est être capable de percevoir, d'analyser ses émotions et les émotions d'autrui. C'est avoir une capacité d'utilisation de certains états émotionnels pour améliorer la réalisation de tâches cognitives, selon le principe que c'est beaucoup plus facile de travailler dans la bonne humeur que sous la contrainte, par exemple. C'est avoir une bonne compétence d'assimilation des informations du registre émotionnel au sein de l'activité de pensée. Et c'est enfin avoir un bon niveau de régulation émotionnelle interne, donc de ses propres émotions, mais aussi des émotions d'autrui. À partir de ce modèle, on peut déduire que le sujet à haut potentiel intellectuel qui a cette caractéristique d'hyperesthésie devra apprendre au cours de son développement justement à apprivoiser son hyperesthésie émotionnelle afin d'éviter qu'elle ne se transforme en hypersensibilité émotionnelle. Donc cet apprentissage est à mon avis lié à des facteurs de personnalité, mais aussi à la qualité de l'environnement dans l'enfance et lors de l'adolescence, notamment et surtout en ce qui concerne la régulation des facteurs émotionnels internes. À partir d'un apprentissage incorrect, on peut déduire certains cas de figure. L'hyperesthésie associée à une mauvaise assimilation des messages émotionnels et à une difficulté de régulation de l'état émotionnel interne pourra provoquer une sorte d'hypervigilance chronique à l'origine d'un trouble anxieux, voire d'attitude phobique de retrait. Il pourra aussi provoquer un risque de débordement émotionnel avec, chez certaines personnes par exemple, des réactions caractérielles ou des décisions impulsives et un risque de burn-out dépressif quand les débordements émotionnels seront trop importants et trop prolongés. Alors, chez d'autres personnes, lorsque l'ingérence émotionnelle est trop déstabilisante, un phénomène de verrouillage de la pensée et de l'émotionnel par la cognition va se mettre en place. Ce qui donne en fin de compte des tableaux de personnes chez lesquelles l'hypersensibilité n'apparaît plus du tout et où au contraire qui paraissent désaffectivées, coupées de leur sphère émotionnelle. Lorsqu'enfin l'hyperesthésie est associée à un mauvais niveau de compétence dans la compréhension analytique des informations d'ordre sensoriel, ces dernières peuvent être à l'origine d'un brouillage de l'analyse rationnelle avec des erreurs importantes dans le traitement des informations. Et on le voit notamment chez des personnes hypersensibles en situation de vulnérabilité psychologique qui
qui perdent leur objectivité, ne tiennent pas compte, voire surinterprètent négativement des messages positifs de l'environnement. Alors, la deuxième question est de savoir ce qui favorise le passage de l'hyperesthésie à l'hypersensibilité émotionnelle. Deux facteurs rentrent à mon avis en ligne de compte. Le premier facteur est le niveau de sécurité interne du sujet. La qualité de l'environnement familial durant les premières années de vie est primordiale au développement d'un bon niveau de sécurité interne. Ce niveau est lié à la stabilité du cadre de vie, à l'existence ou non de séparation précoce, au type d'attachement à la mère, à la capacité de la mère à s'adapter aux besoins de son enfant. Une insécurité interne risque schématiquement de se former à chaque fois que l'enfant est obligé de s'adapter à son environnement plutôt que l'environnement ne s'adapte aux besoins de l'enfant. Le sujet au potentiel dans ce contexte utilisera en effet son hyperesthésie pour s'adapter et se suradapter de manière efficace, mais par contre ne bénéficiera pas d'un environnement adéquat pour apprendre à réguler ses émotions. Alors, le deuxième facteur est lié au parcours du sujet et aux événements traumatisants éventuels qu'il a pu subir. Les événements stressants ont pour chacun une portée différente. Donc, le stress devient un traumatisme si les capacités d'assimilation émotionnelle du sujet sont débordées. Le sujet au potentiel intellectuel, avec sa capacité à percevoir toutes les choses plus intensément, peut ainsi au cours de sa vie devenir hypersensible au gré des expériences traumatisantes vécues. Il cachera cette hypersensibilité grâce à ses capacités d'hyperadaptation, avec souvent un certain sentiment de honte, de se trouver dépassé par des situations qui ne semblent pas dépasser les personnes de son entourage et ne semblent pas traumatiser les personnes de son entourage. Alors, troisième question, comment se manifeste l'hypersensibilité émotionnelle ? Selon les caractéristiques extraverties ou introverties des personnes, elle peut donner deux tableaux différents. Dans le cas d'une personnalité plutôt extravertie, on se trouve face à des personnes qui ont tendance à se cogner aux choses, qui sont dans l'excès émotionnel, qui se cognent aux choses, qui se cognent aux autres, qui comprennent mal les réactions des autres et qui souffrent d'être mal comprises dans leurs propres réactions. Mal contrôlées, l'hypersensibilité émotionnelle crée une caisse de résonance qui amplifie toutes les réactions émotionnelles et est à l'origine ou bien participe à des fluctuations thymiques. Le risque de burn-out émotionnel et dépressif est assez grand. Dans le deuxième cas, dans le cas des personnalités plutôt introverties, elle renforce l'introversion, l'anxiété, la méfiance face à l'extérieur. Elle provoque des attitudes de retrait ou bien le fait de trouver des écrans pour se protéger de l'extérieur. Elle conduit à des symptômes d'inhibition anxieuse, voire à des phobies. Alors, dans les deux cas, le risque de développer une addiction est important, soit addiction à des produits, l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues. Ces produits, en fin de compte, seront utilisés comme des sortes de pare-feu anti-émotion. Le mécanisme d'écran est le même pour les addictions à la nourriture dans les troubles du comportement alimentaire et pour les addictions à Internet. L'obsession pour la nourriture, l'obsession pour le jeu, permettant en fin de compte de désinvestir la sphère émotionnelle réelle. Certaines relations de dépendance affective peuvent en être rapprochées, le sujet utilisant le ou la partenaire à la fois comme filtre et comme lien avec l'extérieur. Alors, comment apprivoiser l'hypersensibilité ? On ne peut pas se débarrasser de sa sensibilité, l'idée est de transformer un handicap en richesse. Il faut donc apprendre à la connaître, à l'assumer, à assumer le fait d'être hypersensible sans honte. Ici, le travail de psychothérapie est absolument primordial, qui permet de de mieux mesurer l'impact de l'hypersensibilité dans la vie quotidienne, de refaire une relecture de ce qui a du passé et de ce qui a empêché le développement d'une intelligence émotionnelle de qualité, d'apprendre à corriger ses erreurs dans le traitement des informations émotionnelles et à mieux réguler ses émotions. Si l'hypersensibilité provoque un gros handicap dans la vie quotidienne, elle peut être réduite par l'utilisation d'un traitement médicamenteux, le temps de retrouver un bon équilibre de vie. Ici doit être prise en compte une particularité des sujets à haut potentiel qui les rend souvent beaucoup plus sensibles aux effets secondaires des médicaments que la moyenne. La phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture peuvent être tentées, parfois efficaces. La mise en route d'un traitement psychotrope classique, qu'il soit antidépresseur ou régulateur de l'humeur, nécessitera des tâtonnements et d'utiliser la dose la plus petite possible, qui sera souvent amplement suffisante.
Enfin, en parallèle de la psychothérapie, j'oriente souvent vers mes patients vers des psychothérapies qui permettent d'améliorer la gestion émotionnelle. Les patients qui sont dans le trop d'émotions bénéficieront souvent d'un travail de relaxation, de sophrologie, d'hypnose, de thérapie cognitive ou comportementale de type mindfulness. Les patients qui sont dans le retrait émotionnel bénéficieront, eux, plutôt d'un travail de MDR. Merci.